Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être venus ce soir. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'ambassade de Finlande de nous accueillir ici ce soir. Et j'aimerais également souligner que cette initiative est organisée dans le cadre d'une extension du Forum social mondial qui se tiendra du 9 au 14 août prochain à Montréal, au Canada. Donc, une initiative à laquelle on a prévu de participer avec le mouvement français pour un revenu de base. On sera sur place donc en août prochain. On y travaille avec le Revenu de base Québec qui nous regarde actuellement à travers le live stream. On les salue. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui nous regardent à travers le live stream. Je vous rappelle qu'il y a un hashtag pour pouvoir échanger sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Hashtag RDV Finlande. Il est également possible d'échanger à travers le chat YouTube. Donc, je parle notamment pour les personnes qui nous regardent à travers le live stream. Donc voilà. Concernant le déroulé de la conférence ce soir, chaque intervenant aura 15 minutes pour pouvoir faire sa présentation. Et M. Olikangas, qui va faire la présentation en anglais, aura un temps de parole supplémentaire pour laisser la place à Thomas Otti, qui se chargera de l'interprétation. Donc, pour revenir à ce qui nous intéresse ce soir, vous l'avez certainement remarqué, le revenu de base est un sujet qui est de plus en plus abordé dans les médias, notamment ces derniers mois, et en particulier depuis l'été dernier avec la décision du gouvernement finlandais de mettre en place des expérimentations de revenu de base qui devraient débuter l'année prochaine. Donc, de nombreuses informations circulaient à ce sujet, de nombreuses informations, parfois partiellement, voire totalement erronées, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a décidé d'organiser cette conférence ce soir. Donc, nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Olikangas, qui est venu de Finlande, ici ce soir, qui est directeur du département de recherche de Kela, qui est l'Institut finlandais de sécurité sociale, et qui est également en charge de la mise en place des projets pilotes. Donc, il pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure. Et qui pourra aussi nous donner donc des informations de première main concernant les expérimentations d'un revenu de base. Et je dis bien d'un revenu de base, car nous ne sommes pas encore certains que ce soit un revenu de base comme celui qu'on défend notamment au MFRB, donc au Fonds français pour un revenu de base, et que on défend un revenu de base qui soit inconditionnel, inaliénable, universel et individuel. Donc, le deuxième objectif de cette conférence ce soir, c'était également de se poser la question, qu'en est-il en France? Qu'est-ce qui est possible de faire sur la base de ce qui existe déjà en Finlande, mais sachez aussi qu'il y a des expérimentations qui ont lieu aux Pays-Bas. Et on a aussi un référendum qui va avoir lieu en Suisse sur la question le 5 juin prochain. Donc, de nombreuses avancées au niveau européen également. Mais pour revenir à la France, nous avons également Jean-Éric Yafil, membre du MFRB et également doctorant en économie qui fait sa thèse sur le sujet du revenu de base, qui pourra nous parler plus de ces avancées, notamment au niveau politique. Et pour ce qui est du niveau politique, nous avons également la chance d'avoir avec nous Martinelle Corta, vice-présidente du Conseil régional d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, et qui a notamment fait voter à l'unanimité l'été dernier des expérimentations de la RSA automatique, qui pourraient être vues comme une première étape vers un revenu de base. Donc, avant de commencer sur les cas plus concrets d'expérimentation de revenu de base, j'aimerais tout d'abord donner la parole à M. Arnaud Delépine de l'association Ars Industrialis, qui nous donnerait une approche un peu plus philosophique, notamment en ce qui concerne la vision, la notion du travail à l'heure de l'automatisation de nos sociétés. Merci. Oui, bonsoir. Je remercie donc les organisateurs et l'ambassade de Finlande de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce sujet qui est le revenu de base peut être considéré comme un enjeu de société. Ce n'est pas simplement
une réforme par rapport à des systèmes de protection sociaux existants. C'est un sujet beaucoup plus important et qui implique, face effectivement à des évolutions technologiques avec des pouvoirs qui sont des pouvoirs systémiques, j'allais dire mondiaux, qui savent très bien où ils veulent en venir, car ils sont souvent des systèmes de prédation, d'extraction de valeur. Et là, donc, il faudrait que et la société et les politiques, en particulier en Europe, arrivent à comprendre quels sont ces enjeux. Alors, effectivement, je vais essayer de vous situer un petit peu ces enjeux au niveau de ce que représentent aujourd'hui les défis de l'automation, puisque, comme vous en avez souvent entendu parler, c'est un facteur de disruption plus qu'important, dans la mesure où les organisations politiques, les organisations sociales et nos propres facultés individuelles, qu'elles soient, sont toujours en retard par rapport à ces dispositifs technologiques qui nous mettent à disposition. Et nous avons toujours du retard pour arriver à en évaluer les incidences et tenter de nous les approprier. Or, ces évolutions technologiques, elles se poursuivront et nous utilisons nous-mêmes, avec nos téléphones, tous les jours les outils pour ne pas refuser de nous en servir, sans bien souvent nous apercevoir qu'elles nous formatent et qu'elles nous appliquent des modes de vie qui peut-être sont source de mal-être pour beaucoup, surtout si on ne connaît pas tous ces enjeux. Alors, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a beaucoup d'attitudes de déni face à la force de ces dispositifs. Alors que ça produit des désajustements, donc, et ça a des conséquences d'une part pour l'emploi et d'autre part pour le système économique global. Alors pour l'emploi, vous avez tous entendu parler, par exemple, du rapport du cabinet Roland Berger en 2014, qui nous parlait de ces tendances lourdes de diminution de l'emploi, telles qu'on l'a entendu depuis l'après-guerre, où effectivement, après-guerre, il y avait, mettons, 50% d'emplois salariés, il y avait encore des tas de métiers et d'organisations qui permettaient de dire que chacun trouve sa place dans la société. Mais depuis 30 ans, voire 40 ans, c'est la tendance inverse qui est apparue, avec les emplois salariés, qui étaient le CDI, je dirais, où les gens faisaient carrière dans une société presque à vie. Cette tendance s'est complètement inversée, avec ces politiques de l'emploi. Vous parlons toujours de plein emploi, alors que chaque année, le chômage augmente. Mais le fait nouveau, c'est qu'il y a un facteur d'accélération de par une automatisation généralisée. Et vous avez un rapport aussi qui avait fait beaucoup parler de lui, mais qui vient d'être mis à jour, le rapport de l'Oxford University, qui nous explique non seulement il y aura une réduction d'emplois, bon, les chiffres ne sont pas importants, ce qui compte c'est la tendance, on fait y parler de 50% de diminution d'emplois sur l'ensemble des pays développés d'ici 20 ans, et que ça toucherait non seulement les pays développés, comme il avait dit dans les premiers rapports, mais l'ensemble des pays, y compris donc les pays émergents. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport qui vient de sortir, c'est qu'ils nous disent que ces évolutions d'emploi dépendront des politiques industrielles, économiques et sociales qui seront mises en place, que ce soit dans des pays émergents et autres, et de leur efficience. Donc il peut y avoir des incidences différentes en fonction des bons choix ou des mauvais choix qui auraient été faits, ou des non-choix face à ces systèmes. Alors donc j'en viens à la pérennité du système économique présent. Bon, tout le monde le sait, je vous dis une banalité en disant qu'il a atteint ses limites sur beaucoup de plans. Et que aujourd'hui, nous avons ces grands systèmes qui sont partis de la Silicon Valley, de Google et toutes les Facebook et autres qui ont émergé ces dernières années, qui mettent en place, à travers diverses applications, ce qu'on appelle l'économie dite collaborative, mais qui ne font qu'accroître les systèmes d'allégeance et de prolétarisation. Ce que j'appelle prolétarisation, en fait, ce que nous appelons prolétarisation ars industrialis, c'est les pertes de savoir sur tous les plans, la perte de savoir-vivre, la perte de savoir-faire, la perte de savoir concevoir,
et qu'effectivement, on se plie totalement à ce qui nous est imposé sans avoir les moyens, ou croyant avoir les moyens, mais en fait, on est impliqué et ça nous fait perdre, j'allais dire, tout ce que nous avions peut-être acquis dans le cadre de notre formation initiale. Et pour se plier à des disciplines, j'allais dire, qui ne nous apportent pas grand-chose au niveau de la satisfaction. Et donc, le facteur, vous connaissez, c'est l'ubérisation des taxis. Vous savez dans quelles conditions travaillent ces gens qui sont contents de trouver un boulot, mais à la fin du mois, et dans quelques mois, ce qui a créé d'ailleurs des réactions, que ce soit aux États-Unis et même en France, il commence à y avoir une syndication de ces gens qui voudraient avoir d'autres conditions de travail. Alors, cette inquiétude, elle se généralise tout de même, y compris dans ces milieux, puisque vous avez eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, la déclaration de Bill Gates dans le Financial Times du 29 février, prévenant que la valorisation de ce qu'il appelle les licornes, ce sont ces entreprises toutes nouvelles qui ont réussi à trouver des capitaux et qui sont valorisées à plus d'1 milliard chacune. Il y a 159 entreprises valorisées à plus d'1 milliard et qui aujourd'hui dépensent leur argent pour tenter d'imposer leur système, j'allais dire, en collectant les données des uns et des autres, et pour essayer d'imposer une espèce de monopolisation de ce qu'ils cherchent à nous imposer à travers des réseaux, sans créer grand-chose comme valorisation au niveau de leur propre travail. Et que Bill Gates nous dit que ces entreprises vont plonger, enfin la valorisation vont plonger dans les 2 prochaines années, et nous remarquons que depuis plusieurs mois, il y a de multiples faillites de ces entreprises, des entreprises moins importantes aussi, de la Silicon Valley, qui ne trouvent plus de liquidité parce que les investisseurs commencent à réfléchir en disant qu'il faut regarder un peu plus long terme et que beaucoup de ces entreprises ne sont pas viables et surtout qu'elles provoquent des réactions. Bon. Oui. Alors, donc, il y a urgence, nécessité de refonder un système macroéconomique susceptible de minorer ce que j'appelle cette asynchronisation de nos facultés dans nos organisations économiques et sociales par rapport à ces évolutions. Alors, je voudrais qu'on s'entende bien sur ce qu'est l'emploi par rapport au travail. L'emploi, je vous l'ai déjà dit, c'est un système d'allégeance qui permet d'obtenir un revenu, ce qu'on appelle le salaire, et qui obtient un régime de protection sociale de plus en plus d'ailleurs discuté, voir ce qui se passe en ce moment en France, mais c'est aussi un mode de prolétarisation, car destructeur du savoir, comme je vous l'ai dit aussi, il fonctionne entièrement sous forme d'automatisme. Par contre, le travail, lui, n'est pas automatisable. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Le travail, c'est un mode de création créatif qui produit justement ce savoir-faire, ce savoir théorique. Bon, prenez le cas du chercheur, prenez le cas de l'artiste, prenez le cas de l'artisan, qui sont en train de trouver des bifurcations par rapport à ce qu'ils ont appris et qui vont enrichir leur pratique, qui vont complexifier des connaissances générales et en plus ils auront la satisfaction d'augmenter ce qu'on appelle leur capacité d'agir. Alors, j'en viens aux enjeux de notre temps, je crois que l'heure tourne. Il s'agit donc de favoriser le développement de nouvelles formes de travail et nous voulons le réaliser dans ce qu'on appelle un nouveau modèle économique et social que nous appelons l'économie de la contribution. Il s'agira de développer des modes de capacitation individuelle et collective. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin d'Amartya Sen, qui est absolument passionnant sur ce thème-là, qui permet de dire qu'il est important de développer que chacun individuellement développe ses capacitations, et ça lui permettra aussi de moduler ses modes de vie à son choix et non plus de se faire imposer. C'est un bouquin qui était paru il y a une dizaine d'années, qui est vraiment important. Alors, ça sera un travail non contraint dans des libertés de choix. Ça développe, comme je vous l'ai dit, notre puissance d'agir à propos du travail, à même de faire des choses dont nous pouvons retrouver l'effet possible au sein de notre quotidien, comme plus généralement au sein du monde dans lequel nous vivons. Et puis, c'est peut-être le plus important, un jugement critique vis-à-vis de tous les systèmes d'emprise et d'addiction cherchant à nous contrôler, nous guider et uniformiser nos comportements. Alors j'en viens au cœur du sujet d'aujourd'hui, le développement d'un droit au revenu. Ce droit au revenu, il n'est pas, il a déjà, on en a souvent parlé, et il faut rappeler d'où viennent les principes qui étaient déclarés de longue date. Je citerai la déclaration de Philadelphie en 1944,
c'est vieux pour beaucoup d'entre vous, mais c'était le point de départ, qui parlait de respect du travail. Le travail n'est pas une marchandise, on l'a souvent oublié. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ça c'est plus récent, en 2000, qui mettait en avant le concept de dignité humaine, en parlant du droit au travail, et je cite, « Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée », ainsi que se référant au droit à la sécurité sociale, ou dit les nouvelles pratiques, je dirais, de libéralisation et autres. Et puis il y a eu le récent rapport du Conseil national du numérique, c'est une institution qui a été mise en place il y a 3 ans, dont Bernard Stiegler fait partie, qui est le président de Ars Industrialis. Et nous avons réussi, non sans mal, à faire passer 2 choses, un droit à l'expérimentation du revenu de base et à recommander aussi à instaurer un droit de revenu à la contribution. Mais, comme le disait Madame dans l'introduction, on parle beaucoup de revenu de base, mais il faut savoir de quoi on parle en parlant de revenu de base. Et, par exemple, récemment, Eugénie Morozov, dans un article récent, disait que les dirigeants de Silicon Valley parlaient beaucoup de ce revenu de base, qui est assez troublant. Et en fait, pourquoi ils parlent d'un revenu de base? C'est qu'ils se disent nous allons détruire beaucoup d'emplois. La seule façon, les jobs que nous affectons vont provoquer de la satisfaction. La seule façon de protéger notre système, c'est qu'il y ait un revenu de base et les gens se calmeront, il n'y aura pas de révolution. Par contre, c'est effectivement un tout autre objectif que de faire advenir un nouveau système économique et social. Et j'en viens alors aux 2 choses, je vais essayer de terminer rapidement. Le revenu de base, alors, tel que Ars Industrialis l'entend comme revenu de base inconditionnel, pour nous, ce n'est pas la généralisation, comme certains le prônent, d'un revenu d'assistance du type RSA en France, c'est-à-dire 475 €, inconditionnel, au lieu qu'il soit aujourd'hui attribué que partiellement, et qui vient se substituer, c'est ça le plus important, à des aides existantes. Donc ça sera un leurre pour la plupart des gens. Et donc nous parlons d'un revenu social significatif qui permettrait une autonomie et une garantie de revenus assortie de protection sociale et qui permettrait de se défendre contre des pratiques justement qui viennent, j'allais dire, pallier à des gens qui n'ont plus du tout de couverture et qui ne savent plus comment s'en sortir. Donc ça serait un montant significatif dans notre esprit, l'équivalent du SMIC et pas de l'ordre de 500 €. Alors maintenant, mon dernier point, c'est ce que nous entendons par revenu contributif conditionnel, car je dis bien conditionnel. Il s'inspire de 2 modèles existants, du travail existant, le logiciel libre qui repose sur une organisation de travail fondée sur un partage du savoir et sur la transférabilité, car dans ces milieux-là, ceux qui utilisent le logiciel libre, ça implique qu'ils savent partager leurs compétences, leur savoir, et que non seulement ils sont des développeurs, mais que les développeurs sont aussi des utilisateurs. Et c'est ça qui change le modèle. On n'a pas d'un côté des producteurs et des consommateurs, mais il y a un milieu qui se forme, qui développe sa capacitation et qui crée en plus ce qu'on appelle une plus grande solidarité organique, c'est-à-dire une meilleure aptitude à lutter, non seulement à créer, mais à lutter contre des forces contraires qui cherchent à casser tous ces mouvements. Et enfin, le deuxième modèle, c'est le modèle français des intermittents du spectacle, qui nous semble important au moment où il y a de plus en plus d'emplois, quand il y a des emplois qui sont à quelques jours, à quelques mois, à quelques semaines, ou totalement intermittents. Donc c'est une première forme de revenu reconnaissant un travail hors du temps de travail salarié. Bon, on n'a pas le temps de dialoguer là-dessus, mais c'est très important. Reconnaître un travail hors du temps de travail salarié. Donc pour nous, le revenu contributif, ça sera un revenu qui aura pour mission de constituer des territoires d'expérimentation de nouvelles formes de travail capacitantes, au milieu d'innovation sociale et économique, qui développera de nouvelles formes d'insertion sociale et qui permettront de constituer des motivations et des perspectives d'évolution qu'on ne trouve pas forcément dans les types d'emplois courants, et de permettre à des contributeurs développant leur capacitation sur la base d'activités stimulées, d'activités sociales, d'avoir un revenu défini dans le temps
et éventuellement renouvelable après évaluation estimante de son efficience. Donc, pour ce qui concerne l'industrialiste, nous allons démarrer les expérimentations dans un premier temps sur la plaine Saint-Denis. Nous avons été appelés par cette région au nord de Paris, et les critères seront définis par les édiles et la population elle-même, car elle devra avoir un caractère démocratique. Nous nous mettons à disposition, j'allais dire, de nos outils un peu conceptuels pour les aider à progresser en ce sens. Et puis il devrait être en priorité institué pour les jeunes, car je pense que ce sont les jeunes aujourd'hui qui souffrent le plus, qu'ils fassent des études, qu'ils ne fassent pas d'études. Donc, je conclue, je vois que mon temps est terminé. Je n'ai pas abordé la question des moyens de financement. Mais c'est une question de volonté politique, car il y a toujours des possibilités de trouver des ressources pour qui en a la volonté. Ça sera effectivement, on trouve ça ne sera pas mis du jour au lendemain, j'allais dire, permettant à tout le monde de toucher ou le revenu de base et le revenu de contribution, mais il y a des moyens par des politiques, quand on sait ce que représentent les montants des politiques d'aide à l'emploi totalement inefficientes, les niches fiscales. Il y a eu un rapport qui a été fait par la Cour des comptes en 2010, qui n'est malheureusement plus accessible, mais il y a eu des études qui ont été tirées là-dessus, qui montrent des montants faramineux, qui sont souvent employés pour les entreprises, sans qu'elles aient créé des emplois, sans qu'elles soient devenues plus efficientes, ou qui ont servi à investir à l'étranger, mais pas en France. Et par la création aussi de monnaies complémentaires. Donc le problème n'est pas financier, contrairement à ce que disent beaucoup de gens qui finalement ne veulent pas de modifier l'état existant. Et donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Nous avons donc la possibilité de modifier radicalement notre relation au travail et par conséquent nos modes de vie. Il nous appartient d'agir et de faire pression sur tous ceux qui s'opposent à ce renouvellement. Vous l'avez compris, c'est bien un problème de société. Voilà. Merci beaucoup. Je passe à présent la parole à Olli Kangas, donc directeur du département de recherche de Kela en Finlande. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me to participate in this very interesting seminar and to come to Paris and give this talk. Monsieur Kangas, je veux remercier les organisateurs de cet événement. Il est très ravi de faire partie de cette conférence. I'm coming from an organization called Kela, Social Insurance Institution of Finland. And actually we are paying out all social security benefits, income transfer schemes, except unemployment compensations, except income-related pensions, and except work accident insurance. But all other income transfer schemes are concentrated in Kela. Donc, il est le directeur de recherche de Kela, qui est une institution nationale en Finlande, en fait, qui paye toutes les allocations sociales de la société, sauf des allocations de retraite, des pensions et quelques assurances liées au travail. Mais sinon, Kela paye vraiment toutes les allocations sociales de la société. We are heading the planning of the experiment. We are planning how to implement an experiment, but we are not planning how to pay out basic income, so that we are just planning what to do. And there has been lots of misinformation in the international media saying that, okay, Finland is paying out 800 euros a month to everybody, and that's not true. We are just planning what to do and how to experiment basic income in this country, or in Finland. Donc en Finlande, nous sommes en train de faire le planning pour un projet d'expérimentation. Et différemment de ce qui a été annoncé dans plusieurs médias internationaux, il n'y a pas franchement encore dans une phase de mettre en place un système de revenu de base pour le planning de cette
projet d'expérimentation. And the background is that the present government, consisting of the Centre Party, True Finns and Conservatives, initiated an idea that they want to have experiment on basic income, beginning in the beginning of 2017 and lasting 2 years. Alors, donc, l'histoire derrière, c'est que le gouvernement du centre-gauche, le RCPDA, au pouvoir depuis le printemps dernier, ils ont annoncé cette volonté de mettre en place cette expérimentation sur le revenu de base. And what the government wants to see is how to create a new kind of social security or basic security system that better corresponds to the changes that are taking place in our societies, and how social policy would better match with those changes, and how to abolish all kind of work disincentives and income traps and diminish bureaucracy that's linked to our social security and social security benefits in Finland. Donc le but du projet, c'est de renouveler le système de la politique sociale du pays pour mieux répondre aux défis, aux changements sociétaux, et aussi en finir avec des incitations au travail. I'll show you one picture that tells what is behind the governmental initiative and what does it mean in my country, in Finland, to speak about income trap. Alors, donc, je vais expliquer un peu comment, en fait, quelle est l'histoire derrière cette initiative, et justement en ce qui concerne le pays, la Finlande, qui est une situation un peu particulière. And very often it's in Finland so that those who are getting basic income, getting basic social security, they are collecting lots of different benefits that are income tested, and they are paid on top of each other. And because they are income tested, it means that when a person increases his or her work income, it doesn't necessarily pay off, and gross income increase doesn't increase the net income. Donc la particularité de ce système en Finlande, c'est le système de sécurité sociale. Il s'agit d'une combinaison de plusieurs allocations différentes qui sont tous plus ou moins basées sur le revenu, qui peut créer des situations de sorte de trappe de pauvreté où en fait quand le revenu d'une personne augmente, le revenu brut, le revenu net qu'il gagne n'augmente pas forcément à cause de diminution de ces allocations. And here we have an example of what is laying behind the governmental initiative. We have here a person, a single mother or father, having 2 children living in Helsinki, having a rental house, and the rent is 750 euros. And we can see very easily that when he or she has no income at all, she will get close to 2,000 euros social wage from our social security system. Alors, donc ici, on voit l'exemple d'une situation d'une famille monoparentale avec 2 enfants habitant à Helsinki avec un loyer de 750 €. Donc, où le point de départ, c'est une situation de 0 salaire, où en fait, grâce à sa allocation sociale, la famille ou la personne a gagné presque 2 000 €. And if that person takes a job and the salary goes here 200, 400, up to 3,000 euros, and we can see that the unemployment benefit will he or she will lose unemployment compensations, and then on top there is housing allowance, and we can see that from 0 to 1,200 there will be a little increase, and then everything is flat up to 2,400 euros a month, so that there's a very serious income trap in here. Donc ici on voit une situation où en fait dès que la personne commence à travailler, elle gagne un salaire jusqu'à à peu près 1 200 € son revenu total, qui est le dernier petit lumière rouge là-haut, va augmenter un peu, mais depuis 1 200 € jusqu'à presque 2 400, 2 600 €, chaque euro de plus gagné ne va pas augmenter le revenu total de la personne. Donc il s'agit d'une vraie trappe de pauvreté.
Yeah, this is one of the main reasons the government want to launch an experiment and see if we can do something with that kind of traps. Donc ça c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles le gouvernement a voulu lancer ce projet d'expérimentation pour éviter ce genre de situation. And the timetable of this experiment, or planning of the experiment, is that in the end of this month we will launch the first report to the government, and then government will decide what are the models they want us to develop further, and in the end of 15th of November we have to give our final result and final report, and then the government very soon will decide how to go further. Donc sur le calendrier de ce projet, un premier rapport intermédiaire va être publié à fin mars de cette année, et après le gouvernement décidera avec quel modèle d'expérimentation il veut continuer à avancer, et le groupe de travail dont M. Camas fait partie vont rendre leur rapport final le 15 novembre 2016, et après le gouvernement décidera à nouveau pour les projets d'expérimentation qui commencera normalement début 2017. The funding is pretty modest. It's 10 million euros for each year, so 20 millions. And it means that the number of people we could include in our experiment would be something like 1,500. But we can use, or we hope that the government gives us permission to use Kela benefits, because Kela is paying out something like 15 milliards or 15 billions. And it means that we can expand the number of people included in the experiment, say 5,000, 10,000 persons, and it's a big difference in that case. Donc pour le budget total du projet, c'est 10 millions d'euros par an, donc sur 2 ans ça fait ensemble de 20 millions d'euros, mais ce qu'il espère, c'est que, M. Camas dit que ils vont essayer ils espèrent de pouvoir utiliser, faire partie des allocations qu'ils payent à leur institution, les allocations pourraient faire partie de ces expérimentations. En total, Kela paye à peu près 15 milliards d'euros par an en allocations, donc ils vont espérer de pouvoir inclure une partie des allocations déjà payées dans ce projet d'expérimentation. The government has given us a task to study 4 different options. One is the so-called full basic income, and it means that the level would be so high that it will take away the need for extra social security, and it would replace almost all social transfer schemes in the country. Donc le gouvernement a donné une tâche à ce groupe de travail de présenter plusieurs modèles différents de revenus de base, dont un revenu de base complet qui serait si élevé qu'il pourrait quasiment remplacer toutes les allocations existantes. So that the amount would be something at least 1,000 euro up to 2,000 euros, but then we can ask if it's realistic. Donc, qui serait le niveau pour tel revenu de base complet serait entre 1 000 et 2 000 euros. Donc, on peut poser la question est-ce que vraiment un niveau de revenu de base aussi élevé serait réalisable? There are 2 reasons why this kind of system would meet problems in my country. The first reason is that the unemployment benefits, income-related benefits, they are fund-based, and the funds are owned by trade unions. And in the case that we have basic income that's very high, in that case the need for extra benefit from unemployment compensation funds would disappear, and then incentive to join in unions would disappear. And actually the unionization density in Finland is one of the highest in the world, just because of this fact that the trade unions own unemployment compensation funds, and therefore they are very much against basic income. Donc il y a 2 problèmes en fait pour la mise en place de
revenu de base élevé. Premièrement, en fait, une partie des allocations de chômage sont payées à partir des fonds de chômage qui appartiennent aux syndicats nationaux. Donc, en créant un revenu de base élevé, ça pourrait enlever cet incentive de joindre ces fonds de chômage chez les syndicats. Donc, c'est-à-dire les grands syndicats en Finlande sont plutôt contre cette idée de revenu de base très élevé, et sachant que comme le taux de participation chez les syndicats en Finlande est particulièrement important, politiquement ça pose un problème pour un revenu de base très élevé. And the other reason is that the income-related pension funds are against, and the whole income-related pension insurance business is against it, and it's very, very powerful in my country. It's in many senses more powerful than the government, and therefore I think that the government has no will to challenge those two big institutional power centers in my society. Et deuxièmement, il y a les fonds de pension qui aussi qui sont contre cette idée de revenu de base élevé, et comme c'est aussi un acteur politique très très important dans le pays, M. Kangas il y croit pas vraiment que ce genre de revenu de base pourrait être réalisable dans la société finlandaise. And therefore, perhaps the most realistic option is the so-called partial basic income that will replace all basic benefits that Kela, my institution, is paying out. And the minimum level in those benefits is, in net terms, 550 euros a month, and it can be higher. So that we are modeling the partial basic income starting from 550 euros and going up to 800 euros. Donc pour ces raisons politiques, il dit qu'un projet ou un revenu de base plus réaliste serait un revenu de base partiel, où en fait les allocations qui sont payées par Kela, donc son institution, ces allocations seraient remplacées par un revenu de base. Et le débat actuel, ou des sommes pour ce revenu de base, on parle de quelque chose entre 550 euros, qui est l'allocation minimum, jusqu'aux 800 euros. And then the third option is negative income taxation or negative income tax system, where income transfers are channeled via taxation system, and their minimum level is defined, and then people who have income lower than that level, they will get refund from the taxation system. Et la troisième option pour ce système serait un système d'impôt négatif sur le revenu, où la réallocation de revenu se ferait par un système d'impôt, en mettant en place un plafond pour un revenu, à ceux qui gagnent moins que ce plafond serait remboursé en tant que revenu impôt négatif. And the difference between those two first models and between negative income taxation is that those two other models, they are universal, that everybody will get, whereas the negative income taxation or negative income tax system is more income tested, and not everybody will get it, only those who have low income are benefiting from the system. Donc la différence, c'est que de ces deux systèmes, c'est que sur le système de l'impôt négatif, c'est plus sélectif, qui serait accessible seulement aux gens qui ont un salaire ou un revenu moins important que le plafond mis en place. And the fourth model is some other models, and we are developing some ideas. We have partial basic income that's complemented by participation income, so that people who are doing something, they will get some extra. Et il y a d'autres modèles aussi qui sont en train de se développer, notamment un modèle où ce serait un mélange d'un revenu de base partiel et une sorte de revenu de participation.
And what we are doing here, as I said earlier, we are hoping to get something like 5,000, 10,000 persons in this experiment. And we are planning to have a nationwide random sampling, and then local experiments, because in those local experiments we will get networking effects and interactions between people who are living in that smaller municipality or smaller community. Et ce que nous sommes en train de faire en pratique, c'est j'espère de pouvoir atteindre vraiment une sélection entre 5 000 et 10 000 personnes pour cette expérimentation, et effectuer à la fois des expérimentations au niveau national et au niveau local pour avoir une idée sur les effets spécifiques sur un lien géographique. But when it comes to this kind of human experiment, what this is very much like, so we have constitutional limitations there. And our constitution says that everybody should be treated equally. And it means that we have to consult all those experts who are experts in constitutional issues, and constitutional committee finally decides which kind of experiment we can have. Can we have obligatory experiment, or is it based on voluntary, and which kind of samplings we can have? And also our constitution sets limits to the level of basic income, so that the basic income should be high enough to prevent people to fall into problems and fall in poverty. Donc il y a apparemment la Constitution qui pose ses limites pour ce genre d'expérimentation sociale, notamment comme la Constitution est assez claire au niveau du traitement égalitaire des citoyens. Donc ils sont en train de consulter des experts constitutionnels en fait, qui pourraient leur décrire à quel point ce genre d'expérimentation humaine serait réalisable. Et aussi la Constitution donne sa limite pour le niveau de revenu de base minimal. Donc la Constitution joue un rôle important dans ce projet d'expérimentation sur le revenu de base. And one issue what is discussed very much in the government is transportability and the role of EU legislation, because this experiment is under the heading of Minister of Social Affairs, who is coming from True Party, and she is very much worried about exportability, and if this benefit would be that kind that it can be taken out from the country very easily, and therefore also the EU legislation must be taken into consideration when we are planning the experiment, because the minister is saying that nothing will be experimented if it is not realistic afterwards to be implemented for the whole country, and therefore we must also consider questions that are not relevant for the experiment that are relevant afterwards. Donc il y a bien la réalité politique en Finlande qui est en jeu dans ce projet aussi, notamment le parti populiste du gouvernement qui s'inquiète surtout sur la possibilité d'exportabilité de ce genre de revenu de base, c'est-à-dire une possibilité de bénéficier de ce revenu de base ailleurs en étant citoyen ailleurs résident ailleurs qu'en Finlande, et c'est là où en fait le cadre juridique de l'Union européenne joue un rôle important, et notamment pour ce groupe de travail il est important qu'on puisse d'être au courant et de penser ces limites aussi, parce que le gouvernement a clairement annoncé qu'il voulait seulement faire des expérimentations sur des modèles qui pourraient après être appliqués pour de vrai dans la société.
What we are just now doing, we are running very many different kind of micro simulations to see which kind of effects this and that kind of model would have in terms of income distribution, in terms of marginal tax ratio and effective tax ratios. Donc ils sont en train de mettre en place des micro-simulations pour étudier en pratique des taux de taxation critiques pour la mise en place de revenu de base. Yeah, effective marginal tax rates describe how much a person can have in his or her pocket if he gets €1. And in the present system, for example, very often it's so that a person can only have 20 cents out of €1 because marginal tax effects are very huge and they are not behaving logically as you can see here. Donc l'important c'est surtout d'étudier le taux marginal et les taux marginaux d'imposition, c'est-à-dire le taux qui décrit pour un individu sur chaque euro gagné de plus, combien son revenu net va augmenter. And here we have the basic income that is €750, and you can see that the marginal tax rates are pretty high. In the very beginning it's something like 45%, and then it's something like 80%. So that once again the person will have only 20 cents out of €1, but this is behaving more logically than this one. Donc encore sur cette microsimulation de revenus de base, le taux marginal d'imposition reste assez élevé, c'est-à-dire autour de 80%. Ça veut dire que sur chaque euro gagné, le revenu de la personne va augmenter que à 20 centimes, parce que le taux d'impôt a augmenté et les allocations perdues vont manger les restes. Donc même sur les microsimulations sur le revenu de base, le taux marginal reste assez élevé, mais il agit quand même plus logiquement que dans le système existant. Yeah, so that in that sense, basic income as such is not a solution, but it's a solution in that sense that the tax rates behave more regionally, and also it will abolish all kind of bureaucratic traps, waiting periods, uncertainties that are linked to the prison system, so that the people are afraid of accepting job offers because they are afraid of losing their social security benefits afterwards if they accept. So that basic income is in that sense a step ahead. And it's also good to remember that this is single mother or single father, and those situations are the worst ones, both in the present system and also in the basic income system. If you look at other family compositions, the basic income system behaves better than the present system. Donc il peut souligner que selon ces microsimulations, le revenu de base ne va pas résoudre le problème de taux marginaux d'imposition élevés, mais que selon ces microsimulations, avec les revenus de base, le système fonctionne quand même plus logiquement qu'avec le système existant. Et à la fois, c'est un système plus clair et plus simple, comme celui avec le revenu de base. Ça pourrait aussi enlever et améliorer des trappes bureaucratiques qui sont liées au système existant assez compliqué. So, will there be an experiment of basic income in Finland? Maybe, maybe not. Nobody knows. Everything is in the hands of the government. And the true Finns, they are afraid of exportability, and some other parties are afraid of unconditionality, money for nothing, and it may be a big step for them.
And also building up ICT technology and ICT programs will take time. And it may be that in the end of the day, the government says that, okay, we will not do it. Donc, y aura-t-il une expérimentation de revenus de base en Finlande? La réponse finlandaise, c'est peut-être pas. Des signes, il y a plusieurs signes positifs en ce moment autour de cette question. Aussi avec ce projet, la crédibilité du gouvernement est en jeu, qui pousse le projet à l'avance. Le monde du travail est en cours de changement et de toute façon le système actuel doit être réformé. Pourquoi pas? Après c'est un jeu politique qui provoque un débat bien vif. Cette sorte de principe sur l'argent inconditionnel ou l'argent pour rien, ça peut être un pas assez grand et peut-être trop grand pour la société. Et il y a aussi quelques syndicats importants qui s'y opposent, etc. Et déjà construire l'infrastructure pour ce genre d'expérimentation, ça prend beaucoup de temps et comme le calendrier est serré, rien n'est sûr. Yeah, so I think that something will happen because anyway, and in any case, we must do something with the present system that I showed to you is really disincentive to accepting work. And employment patterns are changing, as the previous speaker told us, and then there are great expectations in Finland, and lots of political prestige is at stake, so that the credibility of the government is in the question if they don't do anything. So that I'm very much hoping that we can go further and do this experiment. Donc, M. Pernes, pour conclure, il se dit optimiste pour que ce projet avance et va être réalisé, notamment pour ces raisons du défi du système actuel qui doit être réformé et les changements dans le monde du travail. Et comme la crédibilité du gouvernement est en jeu, ça pousse le projet à l'avance. But let's see, and thank you very much. And once again, I would like to thank organizations for inviting me to give this talk. Merci beaucoup Lukas et merci Thomas pour l'interprétation. On va passer à présent du côté français avec Jean-Éric Yaffil, membre du MFRB. Bonsoir à tous. Alors je voulais remercier d'abord l'ambassade de Finlande pour nous accueillir. Ce soir je vais parler au nom du MFRB, du mouvement français pour une base. Je vais d'abord commencer par présenter le mouvement, puis présenter la contribution qu'on a remise au député Christophe Sirugue dans le cadre du rapport sur la réforme des minima sociaux. Alors le mouvement français pour une base, c'est un mouvement qui a été monté, qui a été fondé il y a 3 ans. Qui réunit maintenant presque 800 adhérents dans une cinquantaine de locaux en France. Et ce mouvement a pour objectif de fédérer tous les citoyens, tous les groupes, tous les mouvements qui sont intéressés pour défendre l'idée du revenu de base. Quelle que soit la tradition, quelle que soit la tradition dans laquelle ils s'inscrivent, la tradition intellectuelle notamment. Donc nous sommes un mouvement transpartisan, affilié à aucun mouvement politique. Et on réunit des gens qui défendent un revenu de base à des montants élevés, à des montants un peu plus faibles, etc. Avec quand même une logique, un minimum pour tous nous réunir, c'est tous les adhérents doivent respecter, par défendre un revenu de base, qui respectent une charte. Cette charte spécifie au moins 2 choses. La première, c'est bien entendu que la mise en place d'un revenu de base doit la mise en œuvre d'un revenu de base ne doit pas conduire à une détérioration de la situation des personnes plus modestes, bien entendu. Donc il faut qu'on assiste à une amélioration du système de protection sociale et non pas à une réduction de sa voilure, ça c'est le premier point.
Et le deuxième point qui va un peu dans le même esprit, c'est que la mise en œuvre du revenu de base ne va pas de pair avec une remise en question des systèmes publics d'assurance sociale que sont notamment le chômage, la retraite et bien entendu l'assurance maladie. Il est possible éventuellement de réfléchir à un aménagement de ces assurances collectives à long terme, mais le revenu de base tel qu'on le propose ne doit pas remettre en question toutes ces propositions. Donc on se dissocie clairement des idées de revenu de base qui visent à tout mettre à bas. Les visions de revenu de base qui sont défendues au sein du MFRB ont pour objectif de renforcer la voilure du système de protection sociale et non pas de la réduire. Voilà, alors cette mise en garde faite, voilà. Au sein de tout le monde, on fédère des gens qui défendent des idées différentes, des idées de revenu de base à un montant élevé, des propositions de revenu de base à un montant un peu plus faible, avec différents projets de société. Pour certains, l'objectif c'est d'abord d'émanciper le travailleur, de donner la possibilité à chacun de pouvoir construire son travail, choisir son travail, éventuellement en dehors de formes d'emploi, de se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Alors c'est des formes non marchandes de travail. Pour d'autres, l'objectif est essentiellement de rationaliser le système de protection sociale, de le simplifier. Et voilà. Et puis il y a plein d'autres logiques un petit peu différentes, intermédiaires, qui sont réunies au sein de ce mouvement. Ça, c'est un panorama du mouvement, avec des idées à long terme, où est-ce qu'on va, avec chacun son projet de société. La question se pose aussi du court terme. Si on a créé ce mouvement, c'est aussi pour, à court terme, pouvoir formuler des propositions politiques applicables, notamment pour la prochaine législature, pour la prochaine mandature. Alors, à court terme, on a saisi l'opportunité du fait que le Premier ministre a demandé au député Christophe Sirugue de travailler sur une réforme des minima sociaux. Le député Christophe Sirugue avait déjà travaillé sur une réforme du RSA activité et le père de la prime d'activité qui a été mise en œuvre depuis le 1er janvier. En novembre, le Premier ministre lui a demandé un rapport sur une réforme des minima sociaux et notamment du RSA socle. Les minima sociaux incluant le RSA socle mais aussi d'autres prestations. On a voulu profiter de la mise en œuvre de ce travail, de ce rapport, pour formuler nos propositions. Alors là, c'était la définition du... Je passe un peu vite les slides parce que je suis déjà passé sur ce point. Donc, nous avons remis un rapport. Là, j'ai une copie, je crois que j'en ai deux dans mon sac. Mais le rapport, notre contribution au rapport Sirugue est disponible sur Internet, sur notre site, revenudebase.info. Vous la trouvez, elle est disponible, elle est complète. Alors, l'objectif de cette contribution, c'est de faire une réforme du RSA qui se rapproche le plus possible du revenu de base, voire même proposer la mise en œuvre tout de suite d'un revenu de base. Donc on a fait une réforme un peu en deux temps. Première possibilité, réforme du RSA, une multiple possibilité de réforme qui permettrait de se rapprocher d'un revenu de base. Et deuxième possibilité qui nous semble bien supérieure, mettons en place un revenu de base dès maintenant parce que ça permettrait de répondre aux limites des réformes petit à petit, pas à pas. Alors, évidemment, la mise en œuvre d'un revenu de base immédiate irait forcément de pair avec une réforme de l'impôt sur le revenu. Nous pourrons parler plus tard. Alors, la proposition serait au moins de mettre en œuvre un revenu de base, au moins du montant du RSA, au moins au niveau du RSA, en première étape. Ce serait l'étape qui fait consensus au sein de notre mouvement. Sachant qu'il y a des gens qui sont un mouvement qui défendent un revenu de base au niveau du RSA et d'autres qui veulent aller plus loin. Première étape, tâchons d'obtenir un revenu de base au niveau du RSA. Et à l'avenir, nous trouverons d'autres pistes, notamment des pistes financières, pour augmenter éventuellement ce montant, notamment en luttant mieux contre les paradis fiscaux, en luttant contre l'optimisation fiscale faite par les multinationales, en améliorant la fiscalité du web, etc. Toutes les idées qui avaient été présentées, notamment par Arnaud Delis. Alors, en partant du RSA,
il y a plusieurs pistes pour arriver petit à petit vers un revenu de base. En gros, 4 réformes majeures. La première idée, c'est ce qu'on appelle le revenu de base enfant, c'est l'idée de forfaitiser les allocations familiales. Alors, pas uniquement les allocations familiales, mais remplacer tout le système d'allocations familiales, de complément familial, de quotient enfant, de l'impôt sur le revenu, tout ça par un revenu de base enfant. Deuxième idée, automatiser le versement du RSA. Faire en sorte qu'il ne soit plus nécessaire de demander le RSA pour le toucher. On sait qu'aujourd'hui, il y a un non-recours très important sur le RSA, notamment sur le RSA activité. Si on automatise le versement, le non-recours sera annulé. Ça, c'est très facile à faire et ça pourrait se faire en même temps que la réforme qui conduirait à prélever l'impôt à la source. Ou ça peut se faire même avant. Troisième idée, le revenu de base est individuel tandis que le RSA ne l'est pas. Donc, une piste pour rapprocher le RSA du revenu de base, ce serait de individuer le RSA. Faire en sorte que chaque individu qui a droit au RSA le touche à son nom propre. Il faut savoir que le RSA pour un couple aujourd'hui est égal à 1,5 fois le RSA pour une personne seule. Si on individualise le RSA, eh bien, un couple recevrait 2 RSA. Un couple qui a droit au RSA recevra 2 RSA. Alors ça pose évidemment une question qui est que, est-ce que la personne qui n'a aucun revenu mais qui vit en couple avec une personne qui a des revenus suffisants aurait droit à RSA? Normalement, oui, si on tend vers un revenu de base. En revanche, ça ne pourrait... Il se trouve que la personne avec qui il vit en couple jouit aussi d'un avantage fiscal lié au quotient conjugal. Donc si on veut aller vers une individualisation totale du RSA, il faudrait aussi aller vers une réforme de l'impôt sur le revenu qui permet de réduire cet avantage fiscal, voire éventuellement de le supprimer. Donc une individualisation totale du RSA ne peut pas se faire sans une réforme de l'impôt sur le revenu. Et donc la dernière étape finalement pour arriver vraiment vers un revenu de base, c'est d'universaliser le RSA, de remplacer le RSA par un revenu de base. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut se faire sans effet redistributif majeur. Je vais expliquer ça relativement rapidement. Aujourd'hui, lorsqu'une personne touche au RSA sans aucun revenu, gagne 100 € de plus, elle perd 38 € de RSA. Avec la réforme du revenu de base, lorsqu'une personne touche 100 € de salaire en plus, son revenu de base ne va pas baisser de 38 €. En revanche, elle pourrait payer 38 € d'impôt sur son salaire retenu à la source. Là, je dis 38 € pour avoir l'effet redistributif exactement égal, mais on pourrait bien entendu baisser ce taux marginal comme l'a proposé nos amis finlandais, baisser à 30%, à 25%, voire moins, pour augmenter le revenu disponible des travailleurs dans le salaire. Alors si l'on fait ces 4 réformes, on arrive bel et bien à un revenu de base au moins au niveau du RSA. Donc là, ce sont des étapes pragmatiques. Et évidemment, l'objectif n'est pas forcément de s'arrêter là, vu que les projets de société qu'on a là visent à donner la possibilité au travailleur d'avoir beaucoup plus de marge de choix dans son travail. Mais au moins dans une perspective pragmatique et dans la perspective de mise en œuvre à court ou moyen terme, voilà des idées. Il nous semble, si cette possibilité de mise en œuvre d'un revenu de base par étape est intéressante, il nous semble tout de même que la réforme globale qui conduirait à l'introduction immédiate d'un revenu de base avec une réforme fiscale serait bien supérieure parce que chacune de ces étapes laisserait un goût d'inachevé. Chacune de ces étapes, quand elles sont terminées, on se rend compte qu'il manque toujours quelque chose et qu'il faut aller au-delà. Il serait préférable de mettre en œuvre tout de suite la réforme qui mettrait en œuvre un revenu de base au plus vite avec une réforme fiscale qui irait de pair. Et là, plein de pistes sont possibles. Si on part par un financement sur l'impôt sur le revenu, on peut réfléchir à une réforme fiscale qui conduit à fusionner l'impôt sur le revenu avec la CSG. Mais alors là, se pose des questions de l'avenir des niches fiscales. Que ferons-nous des niches fiscales? On peut très bien les aménager pour en maintenir avec une fusion de l'impôt sur le revenu et la CSG. Se pose aussi la question
de l'avenir du quotient conjugal, et là différentes pistes sont possibles. On peut individualiser totalement l'impôt, ou alors on peut maintenir un quotient conjugal, etc. Donc plein de pistes sont possibles, mais voilà, au moins dans ce rapport, on envisage toutes les pistes qui permettent d'arriver, de parvenir au moins à un revenu de base du niveau au moins du RSA. Bien entendu, sans remplacer tout le reste. Alors ça, c'est le petit schéma qui expliquait pourquoi finalement universaliser le RSA n'avait pas d'effet redistributif, ça pouvait avoir des effets redistributifs quasiment nuls. Je ne vais pas développer là-dessus. Je vais passer là-dessus, parce que c'est pas forcément... Voilà. Donc la dernière étape, une fois qu'on aura eu un revenu de base, au moins au niveau du RSA, ce sera de diversifier les sources de financement, pas pour que le financement du revenu de base, d'abord pour que le financement du revenu de base ne repose pas uniquement sur l'impôt sur le revenu, et éventuellement aussi pour augmenter le montant du revenu de base. Donc diversifier les sources de financement, ça peut se faire en luttant contre l'optimisation fiscale, notamment celle des multinationales, mettre en place le taxe Tobin, renforcer l'impôt sur le patrimoine, renforcer la fiscalité du web, la fiscalité écologique, et éventuellement envisager des pistes de financement par création monétaire. Bon, là, c'est une question que je n'aurai pas le temps de traiter ici, mais qu'on traite aussi au sein du ministère. Et j'ai terminé là, donc je laisse aussi la parole à... Merci beaucoup, Valérie. Je passe à présent la parole à Martine Alcorta, du Conseil régional d'Aquitaine. Bien, bonsoir à tous. Merci au Mouvement français du revenu de base pour cette invitation et à l'ambassade de Finlande pour l'accueil. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'une petite élue locale, élue régionale, en plus d'un parti minoritaire, puisque je suis du parti d'Europe Écologie des Verts, il en reste encore, pourquoi et comment donc une petite élue locale pourrait-elle avoir la prétention de porter un projet aussi ambitieux que l'expérimentation d'un revenu de base. Donc, quand on me pose la question, je réponds d'abord pourquoi pas si personne d'autre ne le fait. Et puis ensuite, c'est parce que je crois à la force de la conviction et à la force de l'improbable. Alors, la conviction, moi je suis convaincu que le revenu de base, c'est un levier formidable pour entrer dans le XXIe siècle. Parce que quoi qu'on en dise, je crois que nous ne sommes pas encore entrés dans le XXIe siècle, puisque nous essayons souvent de résoudre nos problèmes avec des paradigmes de pensée qui sont dépassés. Et comme le disait Einstein, ce n'est pas avec les systèmes de pensée qui engendraient les problèmes que nous allons les résoudre. Voilà donc les raisons peut-être pour lesquelles ma conviction et ma croyance dans l'écologie politique m'ont fait faire avancer cette étude, cette expérimentation en région Aquitaine. Avant de vous parler de comment est née cette expérimentation, je voudrais d'abord poser la question de pourquoi expérimenter. Là, il me semble que déjà quand tout le monde n'est pas d'accord sur un projet, et quand surtout tout le monde n'est pas d'accord sur les effets attendus par le projet, le revenu de base, pour certains font des hypothèses que ça va entraîner ceci, d'autres disent non, ça va pas entraîner cela, eh bien, il me semble que l'expérimentation peut être déjà une réponse pour combattre aussi certains clichés. On peut d'ailleurs être opposé au revenu de base, qui est le cas du président de la région Aquitaine-Poitou-Charentes, qui n'est pas d'accord avec le revenu de base. Nous avons eu des débats et des discussions avec ça, mais qui peut être d'accord pour l'expérimentation, et d'ailleurs je l'en remercie. Alors, l'expérimentation, il y a déjà eu des pays qui ont expérimenté. Et à la suite d'un article que j'ai trouvé dans Le Monde, qui relatait une expérience je crois que c'était dans l'année 2011 en Inde. L'article portait ce titre, l'expérience revitalise les villages. Et en lisant cet article, je me suis rendu compte qu'il y avait eu aussi une étude qui avait été faite sur cette expérimentation. Je suis allé regarder ce que disait cette étude. Alors, entre autres, l'étude disait que contre ce qui pourrait être attendu, eh bien, en fait,
personne n'avait diminué son temps de travail suite au revenu de base, que la scolarisation avait augmenté, que les coûts de santé qui avaient été mesurés par le nombre d'hospitalisations avaient également diminué, que les mères avaient allongé leur temps de congé pour maternité. Alors on peut se dire effectivement une expérimentation, c'est toujours localisé, là c'est un village pauvre de l'Inde, et donc il y a forcément des effets qui ne peuvent pas être généralisés. Et puis en lisant cet article, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose, un effet qui, à mon avis, pourrait être universel et qui pourra traverser toutes les expérimentations, et je voulais vous en faire part. Voilà ce qu'on peut lire dans l'article. Avant, certains des hommes avaient l'habitude de s'asseoir et jouer aux cartes sous l'arbre de banyan dans le centre du village. Avant, c'était quand il y avait des programmes de lutte contre la pauvreté et donc aussi des aides sociales qui arrivaient dans ce village. Avec l'argent du revenu de base, ils ont commencé à acheter des semences, des vaches, des machines à coudre, et les joueurs de cartes ont disparu. Alors, qu'est-ce qui a changé? Avant, on avait une aide sociale, on avait de l'argent. Ensuite, on a eu un revenu de base, donc on avait aussi de l'argent. Peut-être que on dira, mais peut-être que je n'ai pas la réponse, le montant était supérieur, ça peut expliquer cela. Moi, je ne crois pas que c'est ça qui explique. Ce qui explique, pour moi, ce changement, c'est... Attention, marche pas. Ce qui explique pour moi le changement, c'est le sens de la dette. Avec les programmes de lutte contre la pauvreté, vous accordez une aide sociale aux personnes, ça veut dire que vous les mettez, vous renforcez leur position de précaire, vous les renforcez la position de pauvre, et puis vous instituez finalement une dette symbolique. Ces personnes ont une dette, même si elles ne doivent pas rembourser l'argent, elles ont une dette symbolique envers la société. Comment est-ce que cet argent, qui finalement est vécu comme une dette envers la société, peut-il vraiment être approprié par la personne? Comment peut-il vraiment la responsabiliser? C'est peut-être aussi ce qui explique que parfois, ces aides sociales, on voit que les dépenses se font dans des dépenses qu'on juge superflues, etc. Qu'est-ce qui se passe avec le revenu de base? Le revenu de base, quand je dis qu'on change le sens de la dette, c'est que c'est la société qui reconnaît avoir une dette envers tous les individus, les êtres humains qu'elle accueille, et elle considère que, eh bien, en accueillant un être humain dans sa société, elle a une dette envers cet être humain, et cette dette, c'est le revenu de base. Et en donnant un revenu de base, eh bien, elle lui offre la possibilité de façonner sa vie à sa façon. Et je reprendrai là les propos d'Amartya Sen, quelqu'un cité tout à l'heure, qui disait que finalement, la richesse, c'est de pouvoir choisir sa vie. Eh bien, il me semble qu'avec le revenu de base, eh bien, la richesse devient un bien bien mieux partagé. Alors, ce fil-là que j'ai tiré de cette étude, je pense que c'est un principe politique qui revient au revenu de base et qui traversera toutes les expérimentations au-delà des effets contextualisés que, effectivement, on pourra constater dans chaque expérimentation locale. Le revenu de base, on dit parfois, c'est un moyen de lutter contre la pauvreté. Moi, je dis non, c'est un moyen de faire disparaître le mot pauvre du dictionnaire. Alors, l'expérimentation en région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Petit historique de ce projet d'expérimentation. Tout a commencé en juin 2015, fin de l'ancienne mandature régionale, où le groupe écologiste, nous avons proposé à l'ensemble du conseil régional une motion qui demandait de pouvoir inscrire au futur budget une étude de faisabilité d'un revenu de base sur la région Aquitaine. À l'époque, c'était région Aquitaine. La présentation de cette motion a déstabilisé beaucoup d'élus dans l'Assemblée, à tel point que les élus des partis, des plus grands partis de cette Assemblée, que ce soit le Parti socialiste, le MoDem ou le Parti des Républicains,
ont refusé de prendre part au vote de cette proposition, sauf une élue issue du groupe des Républicains, à le préciser. Et donc, cette motion a été votée par à la fois le groupe des écologistes et le groupe proche citoyen Front de Gauche qui était présent. Eh bien, n'ayant pas pris part au vote, la motion a été adoptée à l'unanimité et à la surprise première de ceux qui n'avaient pas pris part au vote et qui certainement, vu, je vous disais tout à l'heure que la force de l'improbable et de l'inattendu pouvait faire avancer les choses, on en a là une. Voilà, donc cette motion est adoptée à l'unanimité. Quelques mois après, il y a une campagne, donc les choses sont un peu... c'est inertie. Nous portons pendant notre campagne cette proposition. Nous sommes autonomes dans notre campagne. Nous avons survécu à premier tour de cette campagne régionale. Et donc au deuxième tour, nous avons fait alliance avec le Parti socialiste et nous avons dans la campagne de la mariée mis à nouveau l'étude faisabilité de l'expérimentation du revenu de base portée par une délégation à l'innovation sociale et sociétale. Et bien voilà, c'est fait. Donc depuis le mois de janvier, j'ai cette délégation à l'innovation sociale et sociétale et je porte donc, dans le cadre de cette délégation, l'expérimentation sur le territoire qui s'est déjà agrandi. Vous voyez quand même la force qu'on a. En juin, quand on a voté, c'était l'Aquitaine. Maintenant, c'est l'Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin. Donc on a déjà avancé. Donc cette expérimentation, elle va démarrer de la manière suivante. Je crois que comme ça a été présenté tout à l'heure en Finlande, c'est pas du jour au lendemain qu'on va expérimenter le revenu de base, il faut prendre du temps, il faut penser les choses. Alors, voilà la feuille de route, c'est de créer un groupe de travail d'élus transpartis. Je propose qu'au départ, il y ait des élus de tous les partis qui soient volontaires pour travailler à cette expérimentation. Tant mieux si même parmi ces élus, il y en a qui sont contre le dispositif, ça ne fera que nous obliger à renforcer nos propres arguments. Bien entendu, il n'est pas question de travailler qu'entre élus, mais de suite, je proposerai aux élus d'élargir le groupe à la société civile. J'ai commencé déjà à travailler avec le mouvement français pour le revenu de base, et nous allons bientôt accueillir un stagiaire qui va nous aider, économiste, à travailler, à concrétiser cette expérimentation, en tout cas les paramètres de l'expérimentation. Bien entendu, ce groupe s'entourera d'experts sur le sujet, économistes, philosophes, politiques, et ensemble, nous allons définir les objectifs de l'expérimentation ou des expérimentations. Pourquoi pas expérimenter dans différentes localisations de la grande région, différentes conceptions du revenu de base ou faire varier les publics. Tout dépend de ce que nous allons vouloir voir comme effet attendu. Il y a dans cette salle qui est venu aussi le maire de La Réole, qui est une petite ville girondine et qui s'est déjà porté volontaire pour faire une expérimentation dans sa ville. Donc ensemble, décider des paramètres des expérimentations, varier peut-être la localisation, peut-être varier les publics, peut-être varier la nature du revenu. On ne pourra pas tout faire varier, il y aura des choix à faire. Je souhaiterais aussi que dans les lieux, si c'est des communes où se font ces expérimentations, il y ait avant un travail d'acculturation au concept, qui est au niveau de la population, au niveau des citoyens qui en bénéficieront, un travail pour penser ce concept avant de le mettre en œuvre. Bien entendu, dans un deuxième temps, la région, donc dans sa compétence de l'innovation, va créer simplement les paramètres de l'étude et ensuite, eh bien, il faudra aller taper à la porte du département ou de l'État. Je ne sais pas encore qui, pour l'instant c'est le département, le RSA, il est peut-être question que ce soit l'État. En tout cas, il faudra aussi que l'État mette la main à la poche
pour trouver le financement de ces expérimentations. Et bien sûr, la région, puisque nous travaillons aussi avec les universités, avec les laboratoires de recherche, eh bien, la région aura pour charge de faire l'évaluation des expérimentations en fonction des objectifs qui ont été recherchés. Voilà, je vous remercie.